Amadou Soumaoro reconduit à la tête de l'Assemblée nationale avec 63,97%. Et la Côte d'Ivoire termine les éliminatoires de la CAN 2022 sur une victoire face à l'Éthiopie, 3-1. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Amadou Soumaoro a été reconduit aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 6 mars dernier remportées par le RHDP avec 137 sièges. Il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec plus de 63%. Le portrait du président de l'Assemblée nationale avec Antoine Bassa. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui, Amadou Soumaoro. Président sortant, le député de la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, a été reconduit sans surprise dans ses fonctions par ses pairs. Avec 158 voix sur 247 votants, Amadou Soumaoro, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, occupe le perchoir pour la législature 2021-2025. Candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il avait face à lui Elianizi, député de la circonscription de Bokanda, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Amadou Soumaoro n'est pas un inconnu sur l'échiquier politique. Ancien président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, de février 2015 à septembre 2017, ancien secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, de juillet 2011 à septembre 2017, le nouveau président maîtrise les dossiers de l'Assemblée nationale. La composition du bureau de la nouvelle Assemblée nationale de la deuxième législature de la Troisième République devrait être connue dans les prochains jours. La rentrée parlementaire est fixée au jeudi 1er avril prochain. La migration, un fléau qui sévit en Côte d'Ivoire. Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, vient de lancer la 4e édition de son concours régional pour lutter justement contre la migration, une compétition qui vise à inciter les journalistes à s'intéresser aux questions humanitaires. Les migrants disparus et les familles, c'est la thématique que devront aborder les journalistes dans leurs différentes productions. 2 catégories de médias sont retenues, la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Radio et télé, nous Sangaré, Antoine Bassa. Inciter les journalistes à s'intéresser aux questions migratoires, c'est tout le sens de la 4e édition du concours régional de reportage humanitaire, une compétition initiée par le CICR, Comité international de la Croix-Rouge. 3 catégories de médias retenues, la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Les productions sont reçues au siège du CICR à partir de ce 30 mars. Les résultats seront connus le 29 juillet prochain. C'est un concours que nous organisons depuis 2017 qui s'adresse aux journalistes professionnels. On a un jury de 5 personnes qui sont des professionnels, 4 journalistes professionnels qui sont pour 2 d'entre eux basés en Côte d'Ivoire, une personne également en Guinée, une personne au Togo. Et nous avons également une spécialiste des questions de séparation de famille et rétablissement des liens familiaux du CICR, qui est basée à Dakar, qui fait également partie de ce jury. C'est un concours ouvert aux professionnels des médias des pays francophones, couvert par la délégation du CICR à Abidjan, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Conakry et le Bénin. Cette année, le sujet, c'est les migrants disparus et leurs familles, qui est une thématique assez peu connue, peu couverte. Et nous voulons inciter les journalistes à faire des reportages humanitaires sur ce sujet. On attend qu'il y ait des éclairages originaux, intéressants, mais à la fois factuels aussi, donc réels, sur le vécu des familles notamment, quand elles ont perdu le contact avec leurs proches, qui est parti sur la route de la migration, avec différents types de situations, parce que chaque histoire est différente. Donc que les journalistes puissent un petit peu investiguer, se mettre en contact avec les familles, peut-être avec des ex-migrants, avec les praticiens qui suivent cette thématique. Les 3 meilleures productions seront primées dans chacune des catégories. Il y a des ordinateurs notamment, des ordinateurs multimédia pour le lauréat, le premier, un ordinateur d'un niveau un peu inférieur, mais quand même un ordinateur pour le numéro 2, un dictaphone pour le 3e. Il y a aussi des abonnements à Internet d'une durée variable en fonction de la position, on va dire, du candidat, premier, deuxième ou troisième. Et puis, il y a également un bon d'une valeur variable en fonction du classement. Les critères de notation, selon le barème défini par le CICR, prennent en compte les règles d'éthique et de déontologie journalistique.
De migration, il en est aussi question aux États-Unis où tous les soirs, depuis 2 mois, un défilé nocturne se répète sur les bords du Rio Grande. Les passeurs mexicains gonflent leurs bateaux pneumatiques et arrivent en quelques minutes sur le côté américain du fleuve où les agents de la police américaine aux frontières les attendent, suivant ce défilé nocturne sur les bords du Rio Grande. La scène se répète tous les soirs depuis 2 mois. Des migrants d'Amérique centrale traversent le Rio Grande, la frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis. Vous avez plus de travail ces temps-ci? Oui, tous les jours, on a aussi des enfants comme vous. Ils ont la nationalité américaine. J'ai même 6 enfants qui ont la citoyenneté américaine. Près de 100 000 migrants ont été arrêtés par la police en février. La plupart d'entre eux sont reconduits à la frontière. Les passeurs travaillent en lien avec les cartels de la drogue. Ils ne sont pas interpellés tant qu'ils ne posent pas le pied sur le sol américain. Aimez-vous ce travail? Ce n'est pas mal. Mieux vaut faire ça que d'être un criminel, non? Soulignons que la frontière entre les États-Unis et le Mexique mesure environ 3150 km et va de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Elle traverse essentiellement des régions arides et relativement peu peuplées. Le fleuve Rio Grande ou Rio Bravo marque une partie de son parcours. Retour en Côte d'Ivoire pour parler agriculture biologique. L'agriculture biologique, moyen d'autonomisation de la femme à Dikwa-Sikro dans la sous-préfecture de Tabo. C'est dans le sud du pays. Regroupée au sein de la FENAFEVSI, la Fédération nationale des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, elles ont célébré la journée internationale des droits de la femme en mettant l'accent sur l'agriculture biologique. Elles cultivent de la banane plantain, du manioc, de l'igname et bien d'autres cultures vivrières. Avec leurs partenaires techniques, la structure Ambrit qui les encadre et les forme. Ces femmes entendent bien relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Le reportage de Clément Boko. Les femmes dynamiques et battantes d'Adikwa-Sikro et d'Assoumou-Kro dans la sous-préfecture de Tabo sont en fête. Réunies au sein de la FENAFEVSI, Fédération nationale des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, qui revendique 1 millier de membres, elles s'engagent pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à promouvoir l'agriculture biologique. Cette édition vient à point nommé pour nous permettre de résoudre le problème de la faim et de la pauvreté. Pour les accompagner dans ce projet, la structure Ambrit, initiatrice de l'événement, leur apporte formation et conseils. Les responsables lancent un appel aux décideurs. On a beaucoup plus besoin du matériel parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de bord, on arrive à produire peu. Or, c'est beaucoup plus recherché sur le marché. Donc, tout accompagnement qui vise dans la formation, qui vise les finances, qui vise les moyens technologiques, la mécanisation, serait vraiment les bienvenus pour nous permettre de produire en quantité industrielle. Pour soutenir l'action de ces femmes sur le terrain, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentée par sa conseillère technique Awa Sila, offre 1 million de francs CFA. Cette grande fédération fait la fierté de la ministre parce que cela répond au modèle même et sa vision du développement, de l'autonomisation de la femme et de la promotion des droits de la femme. Parce que le droit de la femme commence par sa capacité, par son renforcement économique et c'est en cela qu'elle adhère à ce projet. Surtout que ces femmes ici se sont investies dans l'agriculture bio. Présent à cette cérémonie, le député de Pakobo, Tabo, s'engage aux côtés de ses sœurs pour promouvoir l'agriculture durable. C'est quelque chose à encourager, à amener nos mamans, nos sœurs à vraiment développer, poursuivre cette agriculture biologique qui demain va nous rapporter financièrement beaucoup. Plusieurs structures qui soutiennent l'agriculture biologique étaient présentes, parmi elles l'ONG Colori d'Africa, basée en Italie. Un mot de religion avec cette action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu. El Kabod, c'est dans la commune de Koumassi, une cérémonie qui se tient tous les ans pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits et aussi lever des fonds pour la réalisation des projets de l'église. Antoine Bassa. Rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, mais surtout lever des fonds pour réaliser les projets majeurs de l'Église.
Tel est le sens du Festival d'Action de Grâce organisé par le Temple El Kabod de l'Église des Assemblées de Dieu située dans la commune de Koumassi. C'est grâce au FAG que nous avons pu construire le centre médical sous fonds propres. C'est grâce au FAG que nous avons acheté, n'est-ce pas, un terrain de presque un demi-hectare à Koumassi. C'est grâce au FAG que nous sommes en train de construire le temple que vous voyez. Et aujourd'hui, c'est grâce au FAG que nous sommes en voie d'achèvement et d'équipement de ce bel édifice. Instauré en 2007, ce rendez-vous annuel est aussi un moment de louange, d'adoration et d'enseignement. Avec pour thème la démonstration de la foi qui déplace des montagnes en temps de crise, le projet majeur de cette année est l'achèvement de la construction du temple El Kabod qui a abrité les festivités. Les regards sont tournés vers la Cour pénale internationale qui va statuer demain mercredi, sur l'acquittement de Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales. Ces violences ont fait 3000 morts. L'ex-président et Charles Blé Goudé ont été acquittés en janvier 2019 et libérés sous caution un mois plus tard. La procureure générale sortante de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait interjeté appel en septembre 2019. Quelques mois après l'acquittement, les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité. Restons à La Haye où la Cour pénale internationale a confirmé aujourd'hui même en appel la condamnation à 30 ans de prison de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. La Chambre d'appel de la CPI confirme donc à la majorité la décision et confirme la peine prononcée par la Chambre de première instance. Parlons de biens mal acquis au Gabon. L'ex-Miss France 2000, Sonia Rolland, entendue par les enquêteurs au sujet d'un appartement offert en 2003 par les chefs de l'État gabonais Omar Bongo. Sonia Rolland, qui est aujourd'hui comédienne, a été entendue le 6 janvier sous le régime du suspect libre à l'Office central de répression de la grande délinquance financière sur des faits de recel, de blanchiment, de détournement de fonds publics. Et sachez que depuis 2010, la justice française enquête sur le patrimoine amassé en France par Omar Bongo et d'autres chefs d'État africains. En avril 2016, des biens immobiliers à Paris et Nice sur la Riviera française appartenant à la famille du président gabonais Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, qui a succédé à son père à la tête du pays en 2009, ont été saisis alors qu'en 2017, on croyait l'affaire terminée, mais un nouveau juge d'instruction a repris les investigations. Un mot de football avec les éliminatoires de la CAN 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire finissent par une victoire. La Côte d'Ivoire qui termine donc les éliminatoires de la CAN 2021 sur une victoire, comme je viens de l'indiquer, déjà qualifiée. Les éléphants ont battu l'Éthiopie 3-1 pour le compte de la 6e et dernière journée. Les buts de la Côte d'Ivoire sont l'œuvre de Willy Boli, Franck Kessié et Evrard Kouassi. Cependant, malgré sa défaite, l'Éthiopie obtient tout de même son ticket pour la CAN après le nul blanc enregistré entre Madagascar et le Niger. Le résumé d'Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Quoique déjà qualifiés pour la CAN, après leur brillante victoire 3-0 au Niger, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur, face à l'Éthiopie, de laver l'affront subi avec la défaite 2-1 concédée lors de la deuxième journée des éliminatoires. Dans ce contexte, les poulains du sélectionneur Patrice Baumel démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent rapidement le score après 3 minutes de jeu, l'œuvre de Willy Boli. Dans la dynamique, les éléphants poussent et obtiennent un penalty parfaitement transformé par le spécialiste Franck Kessié. Un avantage de 2-0 que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. À la reprise, la Côte d'Ivoire repart sur les mêmes bases sans pour autant se montrer décisif à l'image de la tentative ratée de Yohan Boli. Un manque de réussite qui sonne le réveil des Éthiopiens qui réduisent la marque grâce à KDB Guétané. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Evra Kouassi profite d'une action d'éclat pour sceller le succès de la Côte d'Ivoire. Mais à 3-1, les éléphants sont contraints d'observer une pause suite à un malaise de l'arbitre central. Conséquence, les 10 minutes restantes
sont rejoués quelques minutes plus tard. Mais le tableau d'affichage reste inchangé jusqu'au terme du coup de sifflet final, 3-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire entérinent ainsi leur qualification pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.